Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview sur Fréquence Populaire. N'oubliez pas que si vous aimez ce que nous faisons, de liker, de commenter, surtout aujourd'hui ça va être très très intéressant, et de partager cette vidéo. Alors aujourd'hui nous recevons Jean Dufourcq. Bonjour. Nous allons parler de stratégie, de réarmement stratégique de la France, de dissuasion nucléaire, des sujets très importants, très en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. On est dans une tension géopolitique mondiale importante, en particulier en Europe, avec cette entrée en troisième année de guerre en Ukraine, les menaces ou non-menaces nucléaires, les risques d'entrer en guerre face à la Russie ou pas. On va discuter de tout ça. Mais d'abord, Jean Dufourcq, tout le monde ne vous connaît pas, c'est un tort. Vous êtes un ancien commandant de sous-marins d'attaque. C'est quelque chose. Vous avez aussi servi sur les sous-marins nucléaires, pas en tant que commandant, mais néanmoins. Lanceur d'engins, voilà. Lanceur d'engins, les lanceurs d'engins. Ceux de la dissuasion. Oui. Donc vous avez fait l'école navale. Vous êtes un docteur en sciences politiques également. Vous avez d'ailleurs dirigé, vous avez été rédacteur en chef de la revue Défense nationale, qui est sûrement la revue d'élite de nos armées. Et vous êtes stratégiste. Alors, ma première question pour tout le monde, qu'est-ce que c'est un stratégiste? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, alors ça c'est une bonne question. En réalité, je m'intéresse aux questions de rapport de force et ça fait très longtemps que j'ai pris l'habitude, j'allais dire, de monter sur la colline pour voir ce qui se passe un petit peu dans le brouhaha du monde et pour essayer sans passion, sans idéologie, de regarder où on en est, ou quelles sont les tensions de la planète, comment ça se passe. Et donc voilà ce que c'est qu'un stratégiste, c'est quelqu'un qui prend du temps pour en se hissant un petit peu sur la hauteur, de regarder ce qui se passe et de se dire qu'est-ce qui va se passer à partir de ce que l'on voit. Et donc pas d'émotion, pas d'illusion, pas d'idéologie, un regard qui se veut perçant. Alors pour moi, ça s'est traduit de façon très particulière parce que j'ai entrepris mes travaux de recherche sur la marche du monde. J'appelle ça la marche du monde et j'observe ce qui se passe depuis 1990 en gros, année dans laquelle j'ai quitté le commandement d'une frégate et puis je me suis retrouvé projeté dans un autre monde, celui de la réflexion stratégique, celui du Quai d'Orsay où j'ai passé quelques années dans le centre d'analyse et de prévision et puis après dans différentes fonctions qui n'avaient plus rien à voir avec la marine mais qui étaient celles de la réflexion stratégique et j'ai pris l'habitude de monter sur la colline pour voir ce qui se passait. Alors aujourd'hui, je dois dire que je voudrais faire un rapide survol de ce qui s'est passé depuis 1990 et je bande d'ailleurs mon horizon à 2050. Je ne vais pas plus loin, mais déjà, c'est déjà un gros travail. En effet, ce que j'observe, c'est que nous avons traversé une période de transition stratégique extrêmement forte depuis la fin de la guerre froide, dans laquelle tout ce qui était en marche et qui régulait la guerre froide d'ailleurs était un moment très particulier. C'est un moment simpliste dans lequel le monde est en deux blocs qui s'affrontent, mais ils ne veulent pas la guerre parce qu'ils ne peuvent pas la faire. Et donc, ce que je découvre... En raison de la dissuasion nucléaire. Oui, parce que la dissuasion nucléaire a bloqué finalement toutes les volontés. On était obligé de se parler et de chercher des points de coordination. Et ça s'est terminé par le pacte stratégique de 1990-91 dans lequel l'Union soviétique se dissout d'elle-même et donc va laisser place à un autre système qui pendant 10 ans va hésiter. Et d'ailleurs, on note à cet égard que cette dizaine d'années a été absolument critique et c'est la mère de toutes les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Je passe là-dessus, mais on pourrait y revenir si vous voulez. La réalité, c'est que cette transition stratégique va être extrêmement brutale, régulière, et va dénouer tous les fils de la régulation qui existaient auparavant. On va supprimer les traités, on va plus se parler, chacun va reprendre sa liberté dans l'action, et cette transition stratégique va mettre à mal notamment toutes les superstructures qu'on avait, l'ONU, l'OTAN, l'UE. On va voir apparaître toute une série de difficultés dans tous les endroits où on se parle et on se parle de moins en moins bien. Chacun revient sur ses propres intérêts et je dirais que on pourrait détailler tout ça, mais bon, on voit très bien ce que je veux dire. La transition stratégique est continue et elle va s'exercer d'abord par la décongélation des Balkans et puis toute une série d'épisodes sur lesquels on pourrait revenir. Mais tout ça va avoir un rendez-vous qui va être la période de la Covid. La Covid, tout va s'arrêter. Le monde s'arrête. Et donc, on est instantanément frappé par le même mal. Que ce mal soit celui qu'on a dit ou un autre, peu importe.
Tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête, tout le monde réfléchit et tout le monde a un grand frisson. Le monde n'est plus comme avant, il n'est plus maîtrisable. Et puis après, dans la foulée de cet arrêt brutal du Covid, de la Covid comme on dit, on a eu deux guerres qu'on n'avait pas vu venir. Une guerre à propos de l'Ukraine et une guerre à propos de Gaza. Et aujourd'hui, voilà, mars 2024, on est à la fin de cette transition stratégique et on est à une sorte d'acmé de la difficulté, car on ne sait plus comment réguler ce qui se passe. Non seulement on ne sait plus comment réguler, mais on n'a plus de capacité à bien réfléchir. C'est-à-dire qu'on part un petit peu dans le vide et on s'affronte par la volonté, par le discours. La guerre informationnelle est venue s'installer partout, donc on ne sait plus ce qui se passe exactement. Chacun est dans sa propre idéologie. Et puis on a une autre guerre qui s'est installée insidieusement, c'est la cyberguerre, c'est-à-dire qu'on peut s'attaquer de façon immatérielle dans nos intérêts. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu venir suffisamment. Et donc, c'est un peu ennuyeux parce que dans cette situation que nous vivons aujourd'hui, il n'y a pas seulement des États. Nous avons été habitués à gérer les relations internationales à travers des États. Mais il y a maintenant autre chose, il y a d'autres opérateurs. Il y a des opérateurs éphémères, il y a des opérateurs cachés, et ces opérateurs qui font de la technologie, des opérateurs qui sont un peu partout, des acteurs massifs qui changent les règles du jeu sur le terrain. Et ça, nous devons le prendre en compte. Alors voilà, le point où nous sommes aujourd'hui, c'est ça. Et ça, le stratégiste, il le regarde avec une infinie passion, une infinie aussi du recul, qui lui permet de se dire, attention, nous sommes à un moment où la transition tourne, et qu'est-ce qui va être dans le monde de demain? Comment prévoir le monde de demain? C'est difficile. Et peut-on, et c'est ça la question que je me pose, et je vous livre les réflexions du moment, peut-on aborder cette période sans grande stratégie? Et je crois que nous avons besoin d'une grande stratégie, c'est-à-dire quelque chose qui nous mette à l'abri des aléas, des biais et de toutes les difficultés de compréhension du monde qui nous entoure. Voilà en gros ce qu'est un stratégiste. Je vous ai posé la grande stratégie, ça va être ce dont on va parler justement aujourd'hui. Merci Jean, c'est ça qui m'intéresse, je dois dire le plus, mais je n'ai pas beaucoup de réponses, je n'ai que des questions. Pour filer la métaphore du sous-marinier, c'est ne pas s'intéresser à l'écume des choses à la surface, mais plonger, aller en profondeur et sentir les grands courants tout à fait. Marins qui sont plus complexes à comprendre que ce qu'on voit. Tout à fait, c'est ça. L'écume des flots et des jours. C'est très intéressant ce que vous avez dit parce que j'ai eu l'occasion dans ma vie professionnelle de rencontrer Monsieur Grushko, qui est toujours un des numéros 2 de Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, et il disait cela. Il disait on a un problème collectif, c'est que nos moyens de désescalade et nos contacts Est-Ouest sont 10 fois inférieurs de ce qu'ils étaient à l'époque de Brejnev, où on était officiellement en confrontation idéologique. Et il dit, en plus là-dessus, c'est que sont greffés 2 problèmes, c'est ce que vous avez dit. C'était surtout des relations entre États. Maintenant, il y a d'autres acteurs. Et avec les réseaux et les médias modernes, les choses vont très très vite. Les hommes politiques sont obligés de réagir beaucoup plus vite, moins le temps de l'analyse et de la réflexion de ce qui se passe. Et troisième point, il disait, et en plus, les armements nucléaires, entre autres, sont plus rapides, encore plus destructeurs et partiellement automatisés dans leur mise à feu. Ce qui fait que la tension est beaucoup plus importante. Alors vous, ce que vous voulez, c'est que la France mène un réarmement stratégique. Car on est dans cette situation que vous avez très bien décrite, de changement, de bouleversement du monde depuis 1991. On est clairement, avec cette guerre-là, en Ukraine, mais aussi la guerre à Gaza, le potentiel embrasement du Proche-Orient, les tensions très très fortes autour du lac, des grands lacs en Afrique, où les choses ne sont absolument pas réglées. On a sûrement la pire des guerres, le pire des conflits actuellement. Déjà l'extension du conflit israélo-palestinien au Yémen, avec les Houthis qui, avec quelques armements, réussissent déjà à détourner 25% du commerce maritime mondial, ce qui est un effet complètement sidérant, en vrai. Donc il faut que la France, on pense, et qu'on trouve une nouvelle orientation stratégique. Une nouvelle orientation ou une nouvelle capacité à digérer l'imprévu. Parce que nous n'avons pas les outils pour digérer l'imprévu, et tout simplement, nous ne savons pas quel est le point à viser. Nous ne savons pas véritablement ce que nous voulons être en 2050.
Et si nous ne savons pas où nous voulons aller, il est difficile d'avoir une analyse solide et des arguments sérieux. Et donc ça, c'est, je crois, aussi un point à viser. Il faut retourner aussi quelque part vers la légitimité du pouvoir politique, c'est-à-dire lui demander de bien prendre en compte les intérêts du pays. Et ça, c'est quelque chose de complexe parce que les définir est aujourd'hui plus difficile qu'hier. Et donc, nous avons quitté la zone de confort politique, stratégique, militaire et des outils qui permettent de réguler, j'allais dire, la sécurité de la France. La sécurité de la France, c'est un bien commun auquel il faut être attentif. La sécurité de la France dans l'Europe, la sécurité de l'Europe dans le monde. Et donc ces deux étapes sont liées et nous demandent une analyse qu'il faut partager aussi avec nos voisins pour voir si elles peuvent se recouvrir. Ce que l'on peut dire déjà aujourd'hui, c'est que l'analyse de l'évolution du monde que l'on fait à Washington et celle que l'on fait à Bruxelles ne sont plus les mêmes. Les intérêts stratégiques du monde américain ne sont pas les intérêts stratégiques du monde européen. Et donc ça, nous le savons intuitivement depuis longtemps. Nous devons aujourd'hui le reconnaître et faire cesser, par exemple, cette idée générale d'un Occident. Cette idée d'Occident est une escroquerie intellectuelle au XXIe siècle. Nous n'avons pas les mêmes intérêts. Nous avons une histoire commune, nous avons des réactions communes, mais nous ne faisons plus partie de la même sphère d'intérêt stratégique. Je crois que ça, c'est un des premiers points qu'il faut avoir en tête pour mieux réfléchir. Mais c'est justement votre premier point dans cette planification stratégique que vous appelez de vos voeux, c'est la défense de nos intérêts. Et là, on a notre président de la République, Emmanuel Macron, qui a appelé à justement un sursaut stratégique. Donc on pourrait penser qu'il y a une connexion, mais on est bien embarrassé de comprendre de quel sursaut stratégique il s'agit, puisqu'il n'a pas été clairement établi ou dit quels sont, comme vous l'avez dit, quels sont les intérêts et de la France et des Européens, et qu'on est encore, visiblement, en tout cas dans la tête de nos dirigeants, dans une confusion entre nos intérêts et les intérêts américains, qui sont très divergents. On est loin de Gaulle, qui est juste au-dessus de vous, des États qui n'ont pas d'amis, mais des intérêts. Alors, la question est, qui et comment va-t-on définir nos intérêts ? Alors, moi, je crois qu'il faut avoir une idée peut-être de ce que j'appelle la génétique stratégique. Et là, je vais faire le professeur, si vous le voulez bien. Disons que chaque pays a son équation stratégique. Et l'équation stratégique d'un pays, c'est quelque chose qui mêle non seulement des intérêts, mais des responsabilités, des valeurs, la définition de sa souveraineté et sa connaissance de ses atouts, celle de ses faiblesses. C'est tout un ensemble qu'il faut, j'allais dire, paramétrer pour savoir à un moment donné, quand la situation de danger, de conflit ou de compétition se prépare, il faut savoir quel est le paramétrage de cette équation, ce que j'appelle la génétique stratégique. Et c'est de là qu'on peut sortir une véritable stratégie, une planification stratégique. On parle de planification d'armement, on parle de planification industrielle, on parle de beaucoup de choses tactiques, comment on va déployer les forces sur le terrain. Mais la planification stratégique, c'est comment déployer la France dans le monde moderne. Et ça, est dans ce monde très instable, dans cette espèce de friche stratégique qu'est devenue la planète à la fin de la dérégulation générale et la transition stratégique que nous connaissons. Ça, c'est un travail difficile et je pense que le président de la République a utilisé beaucoup le terme de réarmement. Le sursaut qu'il appelle de ses voeux, moi je l'appelle le réarmement. Le réarmement stratégique, c'est se redonner les moyens, les outils de se projeter dans l'avenir et de projeter la France dans l'avenir et de projeter l'Europe dans le monde. Et c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui et je voudrais, si vous voulez me le permettez, en quelques mots dire quels sont les termes principaux de cette équation stratégique. C'est ça qu'il faut faire, justement. C'est pour ça que vous êtes là. Voilà. Alors, ça qui compte. Là, vous voyez, je reprends un papier, parce que j'ai écrit un papier là-dessus. Et il faut, pour pouvoir avoir une ligne de conduite durable pour la sécurité de la France, il faut planifier cette réflexion stratégique, planifier ce réarmement stratégique. Et je crois que pour l'énoncer, il faut, je dirais, dans un monde qui se décompose et dans une fragilité qui se démultiplie, il faut un nouvel effort de méthode. Et pour ça, il faut se désencombrer de beaucoup de biais que nous avons. Se désencombrer, c'est ce que je fais quand j'essaye de monter sur ma colline stratégique pour voir ce qui se passe. Se désencombrer, mais c'est également mieux hiérarchiser ces facteurs. Ces facteurs, j'en vois 6. Et je vais maintenant vous les détailler en quelques mots. Mais voilà, pour ceux qui prennent des notes, je dirais c'est ça qu'il faut regarder. Je pense que défendre nos intérêts, c'est accorder une place prépondérante à la satisfaction des besoins des Français et les faire prévaloir sur toute autre entreprise politique. C'est les Français qui sont souverains.
On l'oublie parfois. On l'oublie souvent en soi. Oui, et je trouve que c'est une question importante. J'allais dire, pour défendre ses intérêts, on observe que les requêtes exprimées par les Français sont toujours les mêmes. Les Français veulent de la stabilité, ils veulent de la prospérité, ils veulent de la liberté, et ils le demandent, et quand ils sont pas contents, ils sont furieux. Donc il faut leur donner cette satisfaction, et je crois que c'est quand même... Le gloire réfractaire le manifeste clairement. Oui, mais je pense que c'est clair que c'est là le fondement réel et le fondement qui crée la légitimité de la dévolution politique. La dévolution politique, c'est le peuple, c'est démocratique, et donc retourner vers les intérêts qu'exprime la population française qui est souveraine. Et c'est, je crois, la première des responsabilités. C'est ça, défendre nos intérêts, c'est retourner vers ce qu'expriment les Français. Le deuxième terme de l'équation de la stratégie, de cette équation génétique, cette grande stratégie, c'est exercer nos responsabilités. Alors c'est quoi exercer nos responsabilités? C'est pas facile, mais je pense que, Georges, vous allez comprendre ça très bien, parce que je pense que c'est aussi une partie de l'ADN de votre structure. Je pense que c'est endosser toute l'histoire et toute la géographie de la France. C'est accorder une grande responsabilité à oui, c'est ce que je vois là, et je m'y retrouve beaucoup là-dedans. C'est dans le sillage des Lumières définir ce qu'est la liberté et les droits humains. C'est, je dirais, défendre, honorer nos engagements juridiques, honorer aussi nos engagements moraux. C'est être je dirais les adeptes de l'état de droit et du progrès. Ce sont ces choses importantes, c'est se montrer fidèle en amitié, fiable en alliance, respectueux des autres, généreux et assidu à la cause de la paix. C'est là, je dirais, notre histoire idéologique, c'est notre expérience aussi, et comme celle de s'accorder à tous nos voisinages sur le continent européen, en Méditerranée, dans nos outre-mer, tout ça. Nous avons des responsabilités que l'histoire et la géographie nous ont conférées. Le troisième facteur de mon équation de la stratégie, et qui est donc l'organisation d'une pensée qui peut se projeter dans le futur, c'est assumer nos valeurs. C'est quoi nos valeurs? Nos valeurs, c'est celle que la nation a distillée tout au long de son histoire. Hein. C'est quelque chose qui va chercher dans l'Ancien Régime, dans la matrice chrétienne. C'est quelque chose qui est imbibé de l'idéal révolutionnaire. C'est quelque chose aussi qui touche à la solidarité humaine. Nous avons, je crois, ça dans nos gènes. Nous le portons. C'est pas un biais. Je pense que c'est un honneur de le porter comme ça. Et je crois que c'est ça qui a érigé en principe la liberté, l'égalité, la fraternité. Clovis, Louis XIV, Révolution française, Conseil national de la résistance. Moi, je m'y retrouve. C'est ça? Je m'y retrouve et je pense que, au fond, ma génération, je suis peut-être plus âgé que vous, Georges, ma génération a été éduquée d'avoir ça comme ADN. Et cet ADN-là, je l'endosse assez facilement et je voudrais qu'on n'oublie pas de le défendre. Il ne faut jamais déroger à ces valeurs. Il ne faut jamais, je dirais, hésiter à en faire la promotion, quoi qu'il en coûte, avec rigueur et cohérence. Cohérence, peut-être le mot plus important à notre époque, la cohérence de cette part d'identité que nous portons en commun et de l'autorité de la France dans le monde. La France est attendue dans le monde là-dessus, sur ces valeurs-là. Et elle est identifiée à cela. Alors pourquoi refuserions-nous de les endosser correctement? Le quatrième facteur est plus difficile à définir, c'est maîtriser nos espaces de souveraineté. Nos espaces de souveraineté, c'est tenir compte de la mondialisation, c'est tenir compte des interdépendances. Nous ne pouvons pas ignorer cela. Enfin, la souveraineté, c'est quelque chose qui est à la fois essentiel mais fluide. Et donc, il faut faire attention à cela. C'est pour être capable de les définir avec réalisme. Et de les définir avec précision aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, si on veut les protéger des convoitises et des ingérences, des souverainetés, il faut les connaître mieux qu'on le dit et qu'on le fait. On les consolide pas assez. On ne partage pas assez bien, ces espaces de souveraineté, avec ceux de nos partenaires qui sont dans des interdépendances positives. Qu'est-ce que c'est qu'une interdépendance positive? C'est la barbichette, en quelque sorte, de nos petits-enfants. Mais c'est aussi le fait qu'on sait que l'autre a une partie de ce que nous n'avons pas et que nous avons une partie de ce qu'il n'a pas. Et donc, je crois qu'il faut adapter tout ça en permanence avec conservatisme. Je crois que
et là je voudrais faire un petit point pour faire réfléchir ceux qui nous écoutent. Nous avons parlé beaucoup en termes de menaces. Menace, c'est une capacité de nuire multipliée par une volonté de nuire. Il y a des tas de gens qui ont la volonté de nous nuire et qui n'ont pas la capacité. Ceux-là, on les regarde avec condescendance et on les surveille. Ceux qui ont la capacité de nuire mais qui n'en ont pas la volonté, c'est pas très grave. On est en accord. On parle avec eux pour vérifier que ça continue. Mais c'est pas ça qui est important. Aujourd'hui, c'est de se regarder soi-même dans nos propres vulnérabilités. Et il faut inverser le miroir. Il faut se regarder pour savoir où nous sommes vulnérables. Et je crois que ce regard-là n'est pas assez précis, n'est pas assez fouillé dans notre pays aujourd'hui. Et je crois que si l'on veut aujourd'hui maîtriser nos espaces de souveraineté, contrôler nos vulnérabilités, entretenir notre autonomie, il nous faut faire un véritable effort dans ce domaine aujourd'hui. C'est un espace d'effort. C'est un espace d'effort collectif. Nos vulnérabilités, la plupart des Français au quotidien les connaissent. Qu'est-ce qu'on fait pour les réduire ? Voilà mon quatrième facteur. Le cinquième facteur, c'est valoriser nos atouts. Les Français ne savent pas qu'ils ont des tas d'atouts, ceux que le reconnaissent, par exemple, leurs partenaires. Et ces atouts, pourquoi ne pas être capable de bien les défendre ? Nous avons des atouts, chacun les voit, chacun a son catalogue d'atouts. Moi, j'en vois un qui est celui du marin. Nous sommes à la pointe occidentale du continent européen et nous ne jouons pas le rôle de la mer. Comment se fait-il qu'un pays qui est aussi bien placé à l'intersection de tous les grands axes des menaces et des risques, ne gère pas mieux son domaine maritime et n'en tire pas un bénéfice. Ça n'est pas convenable. Nous avons une démographie qui a été pendant très longtemps une démographie qui nous permettait de faire face à des tas de difficultés. Cette démographie, nous l'avons abandonnée. Nous sommes aujourd'hui, la question de l'immigration telle qu'on nous la présente aujourd'hui est une question qui a à voir aussi avec la démographie. Les Français ont été pendant très longtemps très prolifiques et entretenaient une capacité de réaction collective qui était liée à leur capacité de familiale. La notion de famille a toujours été en France structurante. Je pense que nous avons un peu perdu cela. Nous avons aussi un troisième atout que je vois comme étant, que nous reconnaît tout le monde. C'est notre grande capacité à maîtriser les ensembles industriels complexes. Le pays qui a su faire des fusées, qui a su faire le TGV, qui a su faire le Minitel, qui a su faire des tas de choses, le plan de calcul, ce pays-là, il est encore capable de faire une filière nucléaire magnifique. Et donc, qu'est-ce que nous avons gardé de cette expérience des maîtres des forges de Colbert et qui est transportée jusqu'à aujourd'hui avec nos ingénieurs de l'armement, nos différents ingénieurs qui ont des capacités énormes et donc il ne faudrait pas dissoudre tout cela et supprimer tous ces corps qui ont construit la France et qui lui donnent aujourd'hui son autorité que regarde avec beaucoup d'envie un certain nombre de nos voisins. Je ne parlerai pas de l'Allemagne comme un pays qui convoite la France, mais qui a regardé avec beaucoup d'intérêt sa capacité industrielle dans les domaines extrêmement complexes, que ce soit le spatial, tous les domaines du transport ou le domaine de la très haute technologie, la métallurgie. Je pense que nous avons des capacités. Et chacun d'entre nous pourrait développer une série d'atouts comme ça. Défendre nos atouts, les connaître et les utiliser et en faire des atouts pour l'avenir. Et je crois que là, nous avons un gros gisement de potentiel pour une analyse future. Et je voudrais terminer par un dernier point. Et c'est compenser nos faiblesses. Au fond, nous connaissons bien nos faiblesses, mais nous les admettons comme étant quelque chose de consubstantiel de notre être. Nous sommes un peuple violent, frondeur, difficile à gouverner, nous sommes râleurs, et quand nous ne sommes pas contents, nous faisons des colères. Voilà, ça c'est notre ADN collectif, mais au fond, il faut l'assumer et il faut essayer aussi de le réduire. Je crois que il y a une deuxième partie de notre ADN qui est gênante dans notre posture internationale, c'est nous sommes arrogants, nous sommes sûrs de nous. Et nous sommes tellement fiers de nos valeurs et de nos systèmes que nous sommes parfaitement manœuvrables, prévisibles et manœuvrables. Et ça, c'est pas bien quand on veut avoir une stratégie. Il faut pas être manœuvrable par les autres. Et on nous tend des pièges tout le temps et on tombe dans tous les pièges qui sont, et ça, je crois que c'est lié à nos biais. Et je crois qu'il faut compenser nos faiblesses avec lucidité, sans faux semblant, et engager en permanence des adaptations de notre société pour faire face à tout ce qui bouge. Voilà, j'ai fait mon petit cours, vous avez mes 6 facteurs, je crois que c'est ça pour moi, non pas le sursaut, mais le réarmement stratégique de la France. Si on veut se projeter au loin, il faut avoir en tête cette équation stratégique et la paramétrer intelligemment à tous les échelons de la société. Et il ne faut pas avoir peur de l'avenir. On n'est pas perdu. On a des moyens, on a des outils, à nous de les mettre en œuvre et à nous de montrer une volonté collective de ne pas sortir de l'histoire comme on croit que la France est en train de sortir de l'histoire aujourd'hui.
Eh bien, merci. Et on va justement parler d'un point particulier qui est très très mal connu. Je le dis à nos jeunes en particulier, qui est très peu maîtrisé par les jeunes et par visiblement une large partie de la classe politique. C'est la dissuasion nucléaire, qui ne semble pas bien comprise. Elle a dû être peu enseignée. Ils sont de moins en moins nombreux à faire l'armée d'une manière ou d'une autre, ou de s'intéresser aux questions de défense et de stratégie. Et on en a une vision très très biaisée. Alors, vous qui avez servi sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, SNLE, on en a 4, il me semble. On a aussi, ce sont donc ces sous-marins gigantesques qui emportent des charges nucléaires. Les plus beaux outils que l'homme ait jamais réussi à concevoir, tellement c'est complexe. Et ça marche. Et qui discrètement naviguent sous les flots, prêts à frapper si nous sommes attaqués. Et donc présentent une menace permanente pour nos éventuels adversaires. Tous les pays n'ont pas ce genre d'outils. Ce qui fait que, justement, c'est un atout majeur. On a aussi des armes nucléaires qui sont emportées par des rafales spécialisées. Mais qu'est-ce que c'est la dissuasion nucléaire ? En quelques mots, pour que les gens comprennent bien. Bon, la dissuasion nucléaire, c'est assez simple. C'est une capacité d'agir en rétorsion. Ça relève de la défense. Cette capacité d'agir en rétorsion et une volonté de le faire. Et une volonté démontrée. Une volonté qui soit imparable. C'est-à-dire que cette volonté, c'est un discours qui est crédibilisé par la nature même du pouvoir politique en France. Cette capacité, elle est démontrée par une démonstration régulière de performance. On pense à nos pauvres amis britanniques qui ont le plus grand mal à lancer un missile aujourd'hui. Nous lançons des missiles régulièrement et ça marche. Voilà. Et donc, nous avons cette capacité. Le dernier, c'est le M51. Ça. Oui. On a fait un essai il n'y a pas très longtemps, quelques mois, qui a très bien fonctionné. Et donc, nous avons cette capacité aussi de différencier. Le petit cocorico là contre le. Non, mais c'est un petit cocorico. Moi, je suis assez fier de l'ingénierie française. L'ingénierie française, que ce soit dans les véhicules qui portent les armes ou dans les armes. Et nous avons là des orfèvres pour les armes. Nous avons des architectes magnifiques pour les véhicules, qu'ils soient des avions ou des sous-marins. Et je crois que oui, cocorico, c'est assez rare de trouver dans notre espace industriel autant de capacités réunies avec un nombre j'allais dire, aussi faible de personnes qui sont donc des experts. Donc cette expertise-là, nous pouvons en être fiers et nous pouvons tirer aussi de la sécurité. La dissuasion, c'est une volonté, une capacité. Notre capacité, je ne vais pas être très loin là-dedans, elle est démontrée à la fois par la variété de nos outils. Nous avons des outils qui sont de la rétorsion définitive en cas d'échec de la dissuasion, et nous avons des outils qui sont capables aussi d'envoyer un avertissement. Les avions peuvent envoyer des avertissements s'il le fallait, c'est-à-dire donner un coup pour dire attention, c'est fini, là on arrête. On arrête parce que la prochaine fois, c'est la guerre. Et la guerre, nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas la guerre. Nous voulons dissuader la guerre. Dissuader la guerre, c'est empêcher l'autre d'aller au bout de son cheminement agressif. C'est lui dire, ça va vous coûter trop cher, et il faut donc que vous arrêtiez ici votre menace. Et donc, il y a 2 facteurs pour le faire arrêter. Le premier, c'est cette capacité dont j'ai parlé, et le second, c'est la manœuvre dissuasive. La dissuasion, ça marche tous les jours. C'est pas quand on appuie sur le bouton. Quand on appuie sur le bouton, ça veut dire qu'on a raté la dissuasion. Ça veut dire que la guerre est là, et ça veut dire qu'on va on va raser tout pour montrer que, je dirais, on a perdu, mais ça va vous faire tellement mal que vous vous en souviendrez toute votre vie, et nous aussi d'ailleurs. Donc on va pas aller là. La rationalité de celui qui est en face doit être sollicitée pour qu'il mesure, et c'est ça ce qu'on appelle parfois l'ambiguïté stratégique, qu'il mesure jusqu'où il peut aller. Mais peut-il faire le calcul d'intégrer l'incertitude dans les gains qu'il pourrait gagner en nous faisant la guerre? Non, c'est à lui de faire les calculs. On a toujours, moi j'entends beaucoup parler, nos amis, j'en ai parlé beaucoup avec les Européens, mais on voudrait avoir le doigt sur le bouton. Mais le bouton, c'est pas intéressant. C'est la manœuvre, parler tous les jours de la dissuasion, dire qu'on ne veut pas que ceci se passe, et on est adossé à une puissance nucléaire de rétorsion. Donc c'est toujours de la frappe en second, ou de la frappe d'avertissement, et c'est toujours quelque chose qui va empêcher l'autre de se dire « je vais gagner en attaquant les intérêts français ». Et comment, aujourd'hui, et c'est là que j'ajoute le phénomène de cette période que nous vivons, comment penser que les intérêts vitaux qui sont jamais définis, ils sont appréciés,
ne sont pas ceux de nos voisins. Quand on signe un traité Lancaster House avec les Anglais en 2011, on se dit qu'on ne voit pas de situation dans laquelle les intérêts de la Grande-Bretagne et ceux de la France les intérêts vitaux seraient vraiment différents. Peut-on dire que c'est la même chose pour les pays de l'Union européenne? Je le pense. Et nous avons un article du traité de l'Union européenne de Lisbonne, qui est l'article 43.7, qui dit ça très bien. Il dit il y a une obligation de réaction. Alors, on ne va pas dire que les intérêts vitaux français sont portés par le traité de Lisbonne, bien sûr que non, puisque nous sommes dans l'ambiguïté. C'est à l'autre de faire le calcul. L'autre, aujourd'hui, c'est le russe. Et ses intérêts vitaux, je dirais, on ne va pas les mettre sur la table. Mais qui pourrait penser, aujourd'hui, que l'article 43.7 que la France, du traité de Lisbonne que la France a signé, ne l'amène pas à manœuvrer la dissuasion avec ses partenaires européens pour dire à la Russie, ça suffit, là ça s'arrête. Là, on arrête. Et la Russie le comprendrait très bien. Le président Poutine connaît parfaitement la rhétorique de la dissuasion. Mais si on est divisé, si on n'est pas d'accord entre nous, et c'est ça le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est que l'Europe, elle a au moins 4 parties qui ne sont pas d'accord les unes avec les autres. Et donc, quand un pays, une structure est divisée, quels sont les intérêts essentiels de l'Europe ? Moi, je ne les connais pas. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure des intérêts. On ne peut avoir de diplomatie et d'action stratégique que quand on a des intérêts clairement déclarés, compris par les autres, capables de tracer des lignes rouges et pas de divergents. Parce que déjà, rien qu'entre la France et l'Allemagne. Alors aujourd'hui, nous avons un différend stratégique important avec l'Allemagne. Ce différend tout doit être fait pour le résoudre. Mais aujourd'hui, l'Allemagne a une structure politique qui n'est pas la nôtre. L'Allemagne, c'est une alliance d'un certain nombre de forces politiques, et donc la grande coalition qui la dirige est elle-même divisée. Et donc nous sommes une nation. Nous sommes peut-être d'ailleurs la seule nation d'Europe. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres nations en Europe. Nous nous sommes constitués depuis longtemps avec des partis qui se sont rassemblés dans un effort collectif et dont on a rappelé tout à l'heure qu'ils portaient nos valeurs. Mais les autres pays, ce sont des coalitions et ce sont des fédérations. Et on ne peut pas avoir la même volonté dans une fédération ou dans une coalition d'intérêts, qui peut être une coalition politique du moment où on se partage les différentes tâches. D'où la différence entre la France et l'Allemagne, qui sont deux pays parfaitement respectables, qui en sont les puissances, mais nous n'avons pas la même conception de l'expression de la puissance. Puissance civile, Zivilmacht en allemand, ça veut dire beaucoup de choses. Chez nous, nous sommes une puissance de plein exercice, et nous nous comparons, j'allais dire, pour le plein exercice qu'avec assez peu de partenaires dans le monde, peut-être les États-Unis, peut-être l'Allemagne, peut-être la Russie. Non, pas l'Allemagne, justement. Non, la Russie. C'est tout. Donc, nous sommes assez peu dans ce catalogue des pays qui sont de plein exercice. Et nous, je pense que nous avons la meilleure distribution de nos moyens militaires et de nos moyens financiers pour arriver à ce plein exercice. En parlant donc encore sur la dissuasion nucléaire, il y a souvent une incompréhension sur les effets. Peut-être on a la deuxième génération qui arrive après la fin de la guerre froide, où ces choses-là étaient assez claires dans les esprits. Vous l'avez très, très bien dit, la dissuasion, c'est pas de tirer, c'est l'échec de la dissuasion, quand on tire une arme nucléaire. Parce que, dès qu'on en tire une, ça entraîne toutes les autres. Il n'y a pas de frappe tactique, tout ça est absurde. Et c'est une destruction mutuelle assurée. Et certains pensent, mais regardez, nous n'avons que 200, 300 têtes nucléaires, les Russes en ont 6000. Enfin, on n'a pas l'air de comprendre que 200, 300 est suffisant pour raser toute la planète. Oui. Non, mais je pense que nous avons la juste suffisance de nos armes pour être absolument inacceptables dans une bordée de rétorsion. La destruction est assurée, et la destruction est assurée... La destruction pour le Russe, imaginons, pour les Russes, est assurée si jamais il attaque. Bien sûr. Et c'est imparable. Pas juste dans un village. Il y a deux choses, c'est inacceptable et imparable. Et pour une volonté inaltérable. La volonté doit être inaltérable, ça c'est la spécificité politique de la chaîne de commandement, qui va du chef de l'État jusqu'aux forces. Cette volonté est inaltérable, il est porteur d'une volonté qu'on ne peut pas contourner, et la frappe est imparable et inacceptable. Imparable, c'est-à-dire qu'on ne croira pas qu'on va mettre des boucliers.
Il n'y a pas de bouclier possible pour nos armes. Voilà. Je ne vous dévoile pas les secrets, mais il n'y a pas de bouclier possible. Et quand certains pensent qu'on peut mettre des dômes de fer au-dessus des pays, c'est une illusion. Ça n'a jamais marché, parce qu'on n'est jamais capable de faire 100%. Donc c'est simple, c'est physique. Au moins un qui passe. Voilà. Au moins un. Et puis, je dirais quelque chose d'inacceptable, c'est-à-dire que la destruction est d'une telle violence et d'une telle... C'est un échec pour tout le monde. C'est un échec pour nous, c'est un échec pour l'autre. Mais comme c'est l'autre qui est l'agresseur, il peut changer. Il peut simplement renoncer à agresser. Et donc, la désescalade se passe, c'est la dernière étape de la dissuasion. C'est l'obligation pour l'autre, l'agresseur potentiel, de prendre en compte les dangers inacceptables que ferait courir une agression contre nous. Et ça, c'est à nous de manœuvrer. Alors c'est pour ça que je dis, la dissuasion, c'est tous les jours. Manœuvrer le discours. Manœuvrer le discours, mais également aller au contact direct, se parler. Se parler, il y a le overt et le covert. L'overt, c'est la manœuvre, c'est politique. C'est devant le grand public, on dit, écoutez, non, là, ça suffit, terminé, terminé. Je pense que, par exemple, en Russie, on peut dire aujourd'hui, terminé, ça suffit, maintenant, arrêtez de nous balader. Donc maintenant, on vous dit non. Et puis le covert, ça c'est technique. Voilà. Et on donne, j'allais dire, une idée du plan de frappe. Et vous êtes prêts à faire ça? Donc c'est bien ça que vous voulez? Bon, écoutez, non, je sais bien que vous êtes des gens raisonnables, et donc on va s'arrêter là, et on va se parler autrement. Voilà. Je pense que c'est ça la dissuasion. Le comprendre, c'est important. Voir le côté imparable, inacceptable, volonté inaltérable, c'est les 3 critères qu'il faut évaluer. Et quand on dit inacceptable, pour nos plus jeunes auditeurs, on est bien d'accord que ne serait-ce que 2 ou 3 bombes H tombant sur la France, c'est la fin. C'est la fin de la France. C'est pas juste, il y a une petite bombe et puis... non, les petites armes, c'est pas un explosif d'attentat comme le Bataclan. Non, on rase une ville. On a 200 000 morts. Et on a une zone qui est polluée pour très longtemps. Et donc, non, c'est quelque chose d'inacceptable. Nous n'accepterons pas de recevoir une arme nucléaire. Et voilà, ça c'est aucune. Il n'y a pas de petites armes nucléaires. Alors, je sais bien que l'OTAN a une vision de la dissuasion qui est plus subtile. Il y a des bombes américaines sous double clé dans l'OTAN qui peuvent laisser penser qu'on accepte le combat. La France n'accepte pas le combat. La France n'accepte pas le combat. Et même si nous avons un réarmement conventionnel, c'est tout simplement parce qu'il faut, j'allais dire, 2 expressions. Une volonté qui soit visible et une volonté qui soit putative. Et donc on n'a pas que des adversaires nucléaires. Et on n'a pas que des adversaires nucléaires. Mais enfin, on n'a pas non plus beaucoup d'adversaires. Faut regarder les choses. Les opérations comme Serval... les opérations comme Serval, c'est la police. C'est pas autre chose. On va aider des gens qui en ont besoin, et d'ailleurs, on n'y est pas arrivé. Au début, Serval... Barkhane n'a pas réussi, mais Serval, c'était un succès. La première partie. On pourrait faire un petit discours là-dessus. Un aspect très intéressant dans vos points sur l'exercice de nos responsabilités et la maîtrise de nos espaces de souveraineté. Chez nous, à République souveraine, la question de la souveraineté est importante. Vous l'avez évoqué, c'est l'aspect marin, la mer. Peut-être qu'on pourra aller un peu plus en détail, puisque vous êtes un expert de la chose. Donc, et c'est important, parce que vous avez une approche un peu positive de la France et de ses capacités, ce qu'on n'a pas toujours tous les stratégistes, tous les décideurs. Vous parlez d'atouts, et on voit bien la description que vous avez faite de la dissuasion nucléaire. Il n'y a pas très nombreux, on a combien? 4-5 pays qui ont cette capacité dans le monde. Oui, 3 ou 4. Oui. 3, même 4. Et encore, les Britanniques, comme vous l'avez dit, c'est à double clé. Donc, en fait, puis les Britanniques sont dans un désordre très important. Ils recrutent sur Internet un commandant des forces sous-marines. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est quand même étonnant, c'est impressionnant. Ils n'ont plus les ressources humaines. Bon. Je ne savais pas. Non, mais j'aurais pu me présenter comme commandant des forces sous-marines. Non, je trouve bien. C'était drôle. Mais donc c'est un vrai atout, et puis on a cet atout d'avoir la deuxième, si on prenait une carte et qu'on mettait en bleu, le bleu ça marche pas, mais en rouge, sur les océans, la surface maritime exclusive de la France. Alors là, je voudrais appeler votre attention sur quelque chose. Cette souveraineté, elle s'exerce à travers des outre-mer, auxquels on est en train de donner de l'autonomie dans beaucoup de domaines, y compris l'autonomie qui pourrait engager les territoires maritimes. Ces territoires maritimes, ça demande que notre souveraineté outre-mer soit bien préservée. Je ne suis pas certain qu'elle l'est complètement aujourd'hui. Justement. Et c'est une question lourde. C'est une question politique,
C'est pas une question militaire, mais ça a un impact militaire très important. Quels sont les espaces de souveraineté maritime de la France aujourd'hui? Voilà des questions qui touchent à la fois au droit maritime international, qui touchent au devoir d'exploitation des ressources, qui touchent aussi au bien commun de l'humanité. Le marin, il est toujours dans le bien commun, parce que le marin, il a l'habitude d'être tout seul en mer, et en mer, il n'y a que de la solidarité. Les gens de mer sont tous solidaires, de quelle que soit leur couleur de peau ou l'idéologie du pays qu'ils portent. Ils ont besoin de se défendre parce que la mer est un espace, non pas hostile, mais c'est un espace immense qui défie la bonne volonté des hommes. Donc, voilà, c'est un monde difficile, c'est un monde complexe, c'est un monde dont la pénétration est difficile. Aujourd'hui, les espaces maritimes recèlent des richesses pour l'avenir importantes, y compris d'ailleurs du gaz, hein, et ce gaz pose un problème pour le réchauffement climatique. C'est vrai qu'il y a cette coutume ancestrale magnifique des marins de tous les temps qui est l'aide aux naufragés. Bien sûr. Quel qu'il soit. En mer, on est tous solidaires face à l'immensité de la mer et à sa cruauté quand les éléments sont déchaînés. Donc, la notion de bien commun est dans l'esprit des marins et c'est une notion qui est structurante. Et d'où cette question sur les réfugiés en mer, toute cette question de l'immigration maritime, qui est une question qui met assez mal à l'aise les marins parce que ce devoir de solidarité humaine est un devoir qui est ancré dans leur propre expérience de vie. La vie d'équipage, c'est la vie de la solidarité. Je mets ce point de côté pour dire qu'aujourd'hui, la France, au plan maritime, a un exercice important à jouer, qui est à la fois de sécuriser les intérêts de la France en mer, qui sont importants, sécuriser aussi la liberté de la navigation internationale. Nous sommes aujourd'hui dans l'interdépendance. Je parlais de l'interdépendance positive. Vous savez qu'il y a un bateau qui part tous les jours de Shanghai et qui va partir jusqu'à Rotterdam et apporter des biens de consommation. Et aujourd'hui, la sécurité de la navigation, eh bien, elle est menacée tout simplement, par exemple, dans la mer Rouge. Hein. C'est un endroit extrêmement difficile. Et le tour de l'Afrique, ça coûte cher. Les assurances, ça coûte. Et donc, maintenir la liberté de la navigation, malgré les aléas de la transition stratégique que nous vivons, par exemple à Gaza, et de la guerre de Gaza, c'est quelque chose qui est une responsabilité collective. La France seule ne peut pas le faire, mais la France a les moyens. Et c'est vital. Et c'est vital pour... Car on a beaucoup désindustrialisé. Bien sûr. Et ne serait-ce que les médicaments, il faut tout un tas de choses viennent de l'ailleurs. Il faut que si les routes sont coupées... Et oui, j'allais dire, les ateliers du monde sont en Asie. Les ateliers du monde sont en Asie, nous sommes des consommateurs, et donc le rapatriement économique de la production en France d'un certain nombre de produits vitaux est à l'ordre du jour, on le voit très bien. Mais en même temps, maintenir la liberté de navigation, voilà, c'est une chose que les marins font beaucoup. La Marine nationale y est très impliquée et joue un rôle important dans ce domaine. Et nous avons pour ça besoin d'outils qui soient à la fois performants et d'outils qui soient intimidants. Il faut que nous puissions intimider la mer. L'intimidation, je pourrais faire un exposé très long sur la notion d'intimidation. La notion d'intimidation, c'est par rapport à la dissuasion, c'est quelque chose qui est beaucoup plus actif. Intimider, c'est donner des coups d'épingle, des coups de semonce, hein, des coups d'arrêt. C'est quelque chose qui demande de l'action. Dans la stratégie des années 70, on parlait dissuasion et action. Aujourd'hui, il faut parler intimidation. Et l'intimidation, ça passe par les coups. Et il faut donner des coups. Et donner des coups, on les donne dans le domaine maritime. On regarde, on sait donner des coups. C'est des coups d'arrêt, mais aussi dans d'autres domaines. La guerre est totale aujourd'hui, la confrontation est totale et le bien commun est total. C'est des sujets dont les marins sont très porteurs. Le droit de la mer, bien sûr, mais également la solidarité en même, mais également aussi la liberté de naviguer. Alors, certains vont très loin dans les libertés de naviguer. Quand les porte-avions de la 7e flotte américaine croisent à la limite des eaux territoriales chinoises, on pense que c'est un peu excessif. On pense que les Américains n'aimeraient pas que la flotte chinoise aille je dirais, devant New York. Ça leur plairait pas beaucoup. Donc aujourd'hui, il faut aussi raison garder. Y installer des bases de renseignement militaires chinois sur le Rio Grande. Voilà. Je pense que tout ça, et il faut raison garder. Raison garder, c'est quand même une des clés de la vie en mer. Solidarité, confrontation, ne doit pas aller au combat. Voilà. Donc les marins savent c'est bien raisonner comme ça. Mais par contre, sur la souveraineté, il semble que la souveraineté de nos eaux ne soit pas tellement assurée. C'est-à-dire que le volume de notre marine nationale semble pas assez suffisant. Et d'ailleurs, certains lorgnent très clairement sur cet avantage. Je pense par exemple à la Chine en Nouvelle-Calédonie. C'est
très visible, que le rêve d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie pour immédiatement se saisir de ce que nous aurions perdu. Mais pareil pour d'autres espaces. Il y avait l'histoire des îles Sparkley. Et on m'a dit que peut-être ce n'est pas nécessaire d'avoir des magnifiques frégates Fram, que d'armer des chalutiers très visibles qui ont une immense empreinte radar, justement, parce qu'on les voit, serait une bonne chose pour qu'ils tournent dire « c'est chez nous ici ». Alors, je crois que la présence de la Marine nationale en mer ne passe pas nécessairement par des outils militaires comme nous avons l'habitude de les construire, les déployer. Je pense qu'il y a encore un effort à faire, mais c'est un effort qui pourrait être aussi collectif. Et je reviens au collectif. Le collectif, c'est important. Hein. Et donc, je crois que quand on défend la liberté de navigation en mer, ce qui est un concept que la Marine nationale a en charge, je pense qu'on peut le faire avec les autres. Et là, nous pourrions armer beaucoup de bateaux, des bateaux civils, sur lesquels il y aurait, j'allais dire, une capacité de recueil d'informations, une capacité de... Et puis, on a besoin d'une force de frappe, c'est-à-dire que vous avez des outils qui sont mobiles, une force de coercition qui est capable de donner des coups. Et puis vous avez des marqueurs. On avait à l'époque on parlait de déploiement pré-stratégique, c'est-à-dire on met à la mer des gens qui regardent, qui observent et qui lèvent le doigt en disant là ça c'est pas bien là, et qui vont le dire à tout le monde, c'est public. Et puis on envoie après la force de frappe. On a développé ces théories là et on pourrait le faire avec des partenaires. Le problème c'est que la vision du monde qu'ont nos partenaires notamment européens, est moyenne à faible, et qu'ils ont une division terrestre. Hein, les couloirs des routes de la soie, c'est plutôt terrestre que maritime, et nous n'avons pas suffisamment de culture maritime ancrée chez nous pour la défendre et la déployer chez les autres. Et quant à nos partenaires qui l'avaient, les Britanniques, ils se sont repliés d'Aden sur Portsmouth. Ils ne sont plus nulle part non plus. Donc nous avons un effort à faire pour rendre à la notion de bien commun en mer sa valeur politique, mais sa valeur militaire aussi. Et je pense que là, bon, si vous êtes intéressé par ce thème, je vous signale le livre d'un de mes très bons amis, Dominique Delors, qui s'appelle 2030, la guerre est de retour, point d'exclamation, et qui met en scène une attaque par les Chinois de la Nouvelle-Calédonie, dont le scénario est assez bien ficelé. Voilà, je fais la réclame pour un ami, est un de mes camarades de l'IHEDN, général d'armée de terre, et qui a, je crois, fait un travail assez prospectif sur cette question-là. Dans les 6 points que vous avez abordés, il y a quelque chose qui m'a fait tiquer, c'est le terme fidèle en amitié, fiable en alliance, et qui va permettre d'introduire quelque chose qui, je pense, est assez mal compris, y compris par nombre de nos décideurs. C'est le distinguo entre les réalistes en géopolitique et les idéalistes. Je parlais de fiabilité en alliance car on m'a fait souvent la remarque dans mes déplacements à l'étranger, en particulier en Afrique, eh bien que nous étions bien peu fiables. Parce que nous n'avions pas tenu nos promesses vis-à-vis, par exemple, d'Assad en Syrie ou de Kadhafi en Libye. Parce qu'on les a accueillis à l'Élysée, qu'on les a accueillis sur les Champs-Élysées, qu'on a fait défiler leurs troupes, installer leurs tentes dans les jardins de l'Élysée, ce qui était, bon, pas très sérieux non plus, et qu'après on leur fait la guerre. Et on est perçu, alors par des gens qui ne s'intéressent pas justement à l'idée. Leur problème n'est pas que ce soit des dictateurs, bien évidemment que c'était des dictateurs. La question n'est pas là, c'est que vous aviez signé des accords que vous n'avez pas suivis, vous n'êtes pas fiable. Comment aborder cet aspect ? C'est un sujet très classique dans la science politique, qui est donc l'école réaliste et les autres écoles. L'école réaliste et celle à laquelle j'appartiens très très naturellement, j'allais dire sans avoir fait de choix idéologique, c'est celle qui me paraît la plus acceptable dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde déstructuré. Et je crois que la question, c'est que nous avons des biais, et nos biais, c'est souvent de combiner idéalisme et opportunisme. C'est-à-dire et c'est ça qui fait que notre fiabilité est fragile. Alors que l'école réaliste, elle consiste à se tenir informé en permanence des réalités du monde. Et cette école réaliste, elle adapte
son comportement et sa posture à ce qui se passe dans le monde, et non pas à une référence à une idéologie. Et nous adorons les principes et les concepts en France. Nous sommes des très puissants développeurs de concepts, et nous avons développé tous les droits possibles de l'humanité dans tous les sens et tous les genres. Et donc nous appuyons sur la partie qui nous intéresse avec opportunisme. Et donc nous sommes, j'allais dire, très mobiles, très fluides dans nos comportements pour nos intérêts idéologiques et nos biais. Je crois que chasser les biais, c'est une des premières choses que nous avons à faire dans notre pays, dans tous les domaines. Politique, économique, sociale, stratégique, chasser nos biais. Nous sommes encombrés, et nous désencombrer, c'est une exigence que nous devons avoir aujourd'hui, à une période de l'histoire de l'humanité où la marche du monde devient illisible. Et il faut que nous soyons réalistes. Réalistes, c'est-à-dire observer au plus près des faits où sont les termes de mon équation de la stratégie, et comment les articuler. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? Est-ce que c'est nos intérêts? Est-ce que c'est nos valeurs, nos responsabilités? Est-ce que c'est développer nos atouts? Est-ce que c'est masquer? C'est ça qu'il faut faire. C'est un travail de fond. Et donc, c'est vrai que l'école réaliste me paraît la seule possible dans un monde déstructuré. Et une grande stratégie, c'est-à-dire qui voit loin, qui se fixe un objectif, comment tirer notre épingle du jeu en 2050, comment imaginer ce qui va se passer plus loin pour tirer notre épingle du jeu, l'épingle de la France dans l'Europe et de l'Europe dans le monde. C'est-à-dire que nous devons être porteurs d'un projet et nous avons des atouts pour cela. Et les atouts, il faut les répertorier et chasser, j'allais dire, cette espèce d'alliance perverse entre l'idéologie, les biais et l'opportunisme, qui fait qu'en Afrique, nous avons été regardés de travers pour n'avoir pas su gérer correctement les accords, les alliances, les besoins de nos partenaires. Et que nous sommes aujourd'hui dans un contre-pied effrayant. Je me souviens que sur ces questions, on m'avait fait plancher il y a très longtemps comme étudiant sur des questions géopolitiques, sur cette phrase de Kissinger. Il disait, à propos de certains dictateurs d'Amérique latine, « Oui, ce sont des salauds, mais ce sont nos salauds. » Voilà, eh oui, les salauds utiles, oui. Alors la situation, peut-être pour terminer là-dessus, la situation actuelle est très 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 instable dans le monde et spécifiquement en Europe. On a l'impression qu'il y a une dynamique d'escalade. Alors d'autant plus dangereuse qu'il y a une sorte d'impasse stratégique, en particulier du côté européen, car on arrive à comprendre quels sont les intérêts stratégiques, ils sont clairement manifestés par les Russes et par les Américains. Les Européens, on l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus brumeux. Comment se sortir de ce conflit en Ukraine, sachant que visiblement, Poutine et les Russes font ce qu'ils ont dit, et répètent ce qu'ils ont dit. Je crois récemment, il a dit, si l'Ukraine rentre dans l'UE, donc elle rentre dans l'OTAN, et donc nous allons continuer nos opérations militaires. D'ailleurs, Odessa est une ville russe, blablabla. Donc il dit clairement, l'objectif prochain, ça va être Odessa. On voit que l'actuel recul, pas massif, mais quand même, recul de l'armée ukrainienne sur le front met en panique les chancelleries européennes. Si les Russes vont encore plus loin et qu'il n'y a pas d'accord sur cette entrée ou pas entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, ça peut aller très très loin en fait. Car tout le monde a l'air d'être absolument intransigeant sur ses positions. Alors, je vais vous donner un point de vue qui n'est pas forcément partagé par... mais je vous donnerai mon point de vue sur ce sujet. De stratégiste, aussi. D'un point de vue stratégiste, il ne faut plus raisonner en termes de victoire et de défaite. Il faut que tout le monde soit perdant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui doit être gagnant, c'est la paix, la stabilité, la sécurité et la coexistence dans nos différences. La coexistence n'est pas un rêve, c'est une réalité que nous avons déjà vécue plusieurs fois dans notre histoire, et donc il faut coexister. Aujourd'hui, et il faut ramener tout le monde vers un arrêt, le pacte stratégique. Je prends comme modèle, et j'ai écrit pas mal de choses là-dessus, sur un nouveau pacte stratégique. Le pacte stratégique, en termes d'échec, le mot pacte. Ah, le pacte d'échec, oui. Pacte, PAT, c'est-à-dire on s'arrête, personne ne gagne. Parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Nous sommes dans une impasse. Quand il y a une impasse, il y a un pacte derrière. Faut-il forcer la victoire de l'un et la défaite de l'autre? Non. Il faut forcer la défaite des deux.
des deux pays qui sont aujourd'hui en tension, l'Ukraine et la Russie. Et là, je dirais, la défaite des États-Unis est déjà consommée d'une certaine façon, puisque la démocratie américaine se divise sur une question qui n'est pas de son plat et que le peuple américain se désintéresse complètement de cette histoire européenne d'Ukraine. Et donc, il y a déjà, le pacte stratégique entre Moscou et Washington, à mon avis, existe déjà. Il est déjà sur le tapis. Il faudrait trouver maintenant les moyens de faciliter une désescalade par la possibilité d'une coexistence entre l'Ukraine telle qu'elle est aujourd'hui, non pas dans sa réalité juridique, mais dans sa réalité militaire, et puis la Russie. Et je pense que c'est faisable. Et pour cela, il faut que chacun perde quelque chose. Qu'est-ce que peuvent perdre les uns et les autres? C'est là le sujet. Moi, j'ai quelques idées. Si on vient m'interroger, je les donnerai. Mais je ne les donnerai pas ici publiquement parce que je crois que ces choses-là se parlent d'abord dans le secret des chancelleries ou dans le secret des politiques et des militaires. Les militaires savent ce que ça veut dire. Quand je dis pas de gagnant, c'est-à-dire qu'il faut que chacun cède quelque chose. J'ai quelques idées sur ce que peuvent céder les uns les autres, mais ça, c'est quelque chose que je réserve à ceux qui ont vraiment envie de désescalader et de faire la paix. Et je crois que nous ne sommes pas forcément éloignés de ce moment-là. Je crois qu'il pourrait y avoir, avant l'été, une nouvelle fenêtre ouverte à un pacte stratégique entre Moscou et Kiev. Et je pense que nous devons saisir toutes les chances d'y parvenir. C'est une excellente conclusion, je pense, d'un stratégiste. Merci Jean Dufourcq pour ce moment passé avec nous et ses idées. J'allais citer quelque chose que vous avez écrit, mais ça va nous entraîner beaucoup plus loin. C'était très très clair. Merci encore d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Et bien, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez apprécié, c'est bien évident. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter. Je crois qu'il peut y avoir beaucoup de commentaires sur ce dont nous avons discuté aujourd'hui, et de partager cette vidéo pour que le plus grand nombre sache ce que c'est qu'un stratégiste et pense à ce concept important de réarmement stratégique de la France. Merci Georges. Merci Jean.